Eh bien, je tiens à remercier vivement l'équipe de R de Lille de m'inviter. Je viens toujours avec plaisir. J'aime le Nord et je ne suis pas originaire de cette région, mais l'aspect architectural que j'ai vu tout à l'heure de Lille, c'est la France classique telle que je l'aime. Mais la ville de Lille qui a aussi ses problèmes comme toutes les villes françaises. Bon, mais ça, c'est le mondialisme qui le veut. Alors, le sujet, vous êtes venus en masse pour un livre qui vient de sortir. Je l'ai obtenu hier, il est sorti de presse, c'est du tout frais. C'est sorti chez l'imprimeur il y a peu de temps. C'est le livre de H.G. Wells, Herbert George Wells, le Nouvel Ordre Mondial, aux éditions du Rubicon. Alors, donc j'ai fait la préface, j'ai eu cette chance de faire cette préface. Livre, pour ceux qui voudraient l'acheter plus tard, et c'est enregistré et filmé, donc ceux qui voudraient l'acheter, ce livre, pour le moment, est disponible uniquement sur le site des éditions du Rubicon. Donc, édition du Rubicon en un seul mot, édition plurielle, éditiondurubicon.com. Peut-être il sera plus tard sur Amazon, mais pour le moment, éditiondurubicon.com, et sinon les bonnes librairies, je ne vous dis pas les noms. Donc, H.G. Wells, le Nouvel Ordre Mondial, et je vais vous présenter ce livre, expliquer l'avantage et l'immense intérêt d'avoir eu d'abord le plaisir de lire ce bouquin, déjà que je connaissais, vous allez voir pourquoi, et quand on m'a proposé la préface, j'ai cédé sans problème à l'éditeur. Alors, ce titre déjà, livre Le Nouvel Ordre Mondial, sorti en janvier 1940, il a donc fallu attendre 2018 pour voir la version en français. Nouvel Ordre Mondial, certains vont dire, mais c'est du complotisme. Vous avez mis un titre pour accrocher le regard et donc inciter à l'achat. Pas du tout. C'est exactement le titre du livre d'H.G. Wells, New World Order. Et j'ai une réédition de ce livre-là, une réédition en anglais donc sortie en 2007. Et voilà la couverture du livre, New World Order de H.G. Wells, traduit enfin en français. Je voulais vous le montrer pour vous montrer que c'est vraiment le titre en français, donc pas une invention pour accrocher le client. Bon, donc c'est pas un côté complotiste. Expression Nouvel Ordre Mondial. Lorsque vous voyez un fait, vous devez obligatoirement avoir le réflexe, la cause du fait, là où les causes. Nouvel Ordre Mondial, mais d'où vient ce mot? Qui l'a inventé? Alors à ma connaissance, celui qui a inventé, qui a utilisé la première fois l'expression Nouvel Ordre Mondial, c'est H.G. Wells, Herbert George Wells. Quand? En 1914. La première fois où cette expression a été utilisée, c'est 1914. Et dans un livre de Wells qui s'intitule, retenez bien son titre, La destruction libératrice. J'ai une réédition de 1997. Voilà le livre. Destruction libératrice. Et l'histoire, c'est quoi? Une guerre terrible, épouvantable, qui ravage la Terre. Et les nations, après cette boucherie, décident de créer un État mondial unifié, un nouvel ordre mondial. Et il y a des petites marques jaunes. Je vais vous lire les extraits. C'est déjà page 137 de ce livre, sorti en 1914. Ce fut dans une ambiance légèrement incrédule que démarra la réunion qui devait instaurer le Nouvel Ordre Mondial, 1914. Et vous avez donc tous les projets de l'unité mondiale, je le cite. Il est évident qu'il faut mettre un point final à la guerre. Il est évident que la seule manière d'y parvenir, c'est de placer le monde entier sous un seul et unique gouvernement, 1914. Je continue, une citation de H.G. Wells qui dit « Gouvernement mondial dit monnaie unique ». Je cite « Le monde entier avait déjà reçu une base monétaire unique et universelle. » Et une des toutes dernières, une avant-dernière citation, « Les premières années de la République mondiale furent le témoin d'une certaine recrudescence de l'aventurisme politique. » Et enfin, « Tout adulte, de l'un ou l'autre sexe, d'un pôle du globe terrestre à l'autre, reçut une voix. Le monde fut divisé en 10 circonscriptions qui votèrent le même jour grâce aux facilités par la poste mondiale. » Aujourd'hui, on dirait poste mondiale, Internet. Donc vous voyez, en 1914, H.G. Wells écrit un bouquin, une sorte de fiction, une guerre mondiale qui aboutit à un nouvel ordre mondial, un monde unifié, une république mondiale.
Donc cette expression nouvel ordre mondial est une expression ancienne. Alors sachez que ce livre de Destruction libératrice, qui n'est pas facile à obtenir, il m'a servi pour la préface du livre d'H.G. Wells, écrit en janvier, enfin qui est sorti en janvier 1940 et rédigé l'essentiel pour l'année 1939. Je m'en suis servi. Avant de parler de l'œuvre et du caractère très moderne de ce livre, parce qu'on peut dire oui, mais 1940, c'est du passé. Oh que non. Livre capital pour comprendre le passé, mais aussi pour comprendre l'avenir. Vous allez voir la modernité de cet ouvrage. D'abord, avant de parler du livre, il faut parler de l'homme. H.G. Wells, Herbert George Wells, né en 1866, mort en 1946. En 1940, pour la parution de ce livre, il a donc 74 ans. Un homme qui a donc de l'expérience, comme on dit aujourd'hui, de la bouteille. Il faut d'abord comprendre l'homme, car on est tous tributaires, en bien comme en mal, du passé. Il vient d'où? Sa jeunesse. Il est issu d'une famille sociale, pas pauvre, mais modeste. Disons qu'il vivait correctement, mais il fallait compter. Origine sociale modeste, sa mère est domestique, et son père, il a fait plusieurs métiers. Son père a été, entre autres, à la tête d'un petit magasin. Il vendait, entre autres, des articles de sport, du cricket, mais bon, ça c'est normal, c'est l'Angleterre. Et, chose intéressante, il faut toujours voir les origines, les tournures d'esprit des parents et grands-parents, pour comprendre ensuite les répercussions sur les tournures d'esprit des enfants. Alors, il faut savoir que on est toujours marqué par notre origine sociale, le comportement de nos parents, mais il n'y a pas de fatalisme. On peut, à condition d'en prendre conscience, changer de tournure d'esprit et évoluer. Mais la première marque de fabrique, quand on est bébé, ça vient des parents et du milieu social. Et il faut savoir que H.G. Wells a été marqué par des éléments qui vont caractériser toute sa vie. Sa mère est protestante. On n'a pas la même mentalité quand on est catho, musulman et juif, ou la religion shintoïste, par exemple. Mère protestante et père libre penseur. Libre penseur, c'est lié à la maçonnerie, à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire être libre penseur, c'est le refus des dogmes, en particulier du catholicisme. Donc, H.G. Wells est né dans une ambiance de caractéristique d'un modèle de pensée religieuse qui conditionne et oriente le raisonnement. Il a fait des études, et en particulier des études dans la biologie. Et il a eu un professeur qui a renforcé sa tournure d'esprit, ces caractéristiques que je viens de vous citer. Ce professeur s'appelait Thomas Huxley, 1825-1895, biologiste. Et ce Thomas Huxley va marquer au fer rouge le jeune étudiant H.G. Wells, Herbert George. En effet, Thomas Huxley est un biologiste réputé. C'est un eugéniste, alors, sélection des humains, hommes-femmes, en fonction de leurs qualités, compétences, capacités physiques et intellectuelles. C'est un darwinien, c'est-à-dire acquis à la cause de Darwin, de l'évolution, l'évolutionnisme. Et d'ailleurs, Thomas Huxley avait un surnom, on l'appelait le bulldog de Darwin, pour dire qu'il défendait avec passion les théories de Darwin. Et, chose très intéressante, Thomas Huxley est l'inventeur d'un mot, en 1869, qui est le mot agnosticisme. Très intéressant, surtout pour un H.G. Wells protestant et avec un père libre penseur, parce que l'agnosticisme, c'est le concept qui consiste à dire que l'intelligence humaine n'est pas en mesure de prouver l'existence de Dieu, ni même de le nier. Mais voilà, l'agnosticisme, c'est ça. Et donc, c'est Thomas Huxley qui invente ce mot en 1869, qui va donc marquer et renforcer cette mentalité, la mentalité d'H.G. Wells. Ce Thomas Huxley, il a eu deux petits-fils. Le premier, il est connu, c'est Aldous Huxley, qui fait paraître en 1932 ce fameux livre, le fameux Brave New World, le meilleur des mondes, qui raconte, pour faire court, l'histoire d'un monde unifié, une humanité sélectionnée et hiérarchisée grâce à l'eugénisme. Vous avez tous les cas, les super intelligents, moyennement intelligents, et puis ensuite les races mottes. Vous avez aussi, dans ce livre, le principe du métissage. Non pas le métissage normal, classique, mais une volonté idéologique, puisque dans ce monde unifié,
vous avez le monde qui est divisé en 10 blocs. Et le grand administrateur de l'Europe occidentale, dans le livre de Huxley, s'appelle Mustapha Meunier. Mustapha, prénom bien arabe, Meunier, nom bien français. Mais dans cette histoire, il n'est plus arabe, il n'est plus français, il est un hybride, un produit hors sol. Voilà. Donc cet esprit coupé des racines, coupé des traditions. Bien comprendre ça. Le frère d'Aldous, c'est Julian Huxley. Julian Huxley est lui aussi, comme le grand-père, eugéniste, darwinien, évolutionniste, etc. Et il va être, entre autres, le premier président de l'UNESCO au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et l'UNESCO, c'est tout ce qui a trait à l'éducation, les droits de l'homme, donc tout ce qui a trait à une tourne d'esprit qui va de pair avec le protestantisme et l'idéologie maçonnique. Julian Huxley va être aussi à l'origine de la création d'un institut que vous connaissez tous, qui est le WWF, pour la protection de la faune et la flore. Principe en lui-même qui est bon, protéger la nature. Mais dans l'esprit mondialiste de ces gens-là, ça va dans un autre sens qui est une sorte de divinisation de la nature, de déesse mère Gaïa. C'est ça l'esprit d'arrière-fond du WWF. Donc Julian Huxley est un eugéniste convaincu, et il y a un mot qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, c'est le mot transhumanisme. Transhumanisme, c'est ce concept qui consiste à améliorer les capacités physiques et intellectuelles de l'homme grâce à la technique. Et puis vous avez ce qu'on appelle les nanotechnologies moléculaires, enfin bref, tout ce que vous voulez. Enfin, ce côté-là, les progrès avec des guillemets, parce que là, c'est pas un progrès, permettent de produire des changements radicaux. Et celui qui a inventé ce mot transhumanisme, eh bien, c'est Julian Huxley. Le mot utilisé dans son livre, et j'ai l'original avec moi, en 1957. Le livre est un peu fatigué. Julian Huxley, New Bottles for New Wine. Voilà le bouquin. Et c'est carrément le titre du premier chapitre de son livre. C'est le titre, Transhumanisme. Alors la caméra est là, je place pour ceux qui veulent voir. Est-ce qu'on voit le titre Transhumanisme en haut? Oui. Toc. Oui. Est-ce que c'est vu? Non, d'accord. Mais en tout cas, ça se verra. Bon. Et donc cet ouvrage, ce livre sorti en 1957, on voit le mot transhumanisme. Et il termine ce premier chapitre par « Je crois au transhumanisme ». Alors j'ai lu, il y a très peu de temps de ça, que Julian Huxley aurait utilisé cette expression transhumanisme, enfin ce mot transhumanisme, dans une publication scientifique en 1951. Et donc ensuite utilisé dans ce livre en 1957. Mais compte tenu que je n'ai pas trouvé la référence, je ne peux pas vous la donner. Mais déjà, en 1957, le concept existe et le mot existe. Bien. Alors, vous voyez l'environnement de Wells, ses origines, l'influence d'un professeur, Thomas Huxley, qui lui-même va, marquer l'esprit de ses petits-fils. Donc tout ça, ça explique la tournure d'esprit d'H.G. Wells qui va se lancer dans la littérature et rédiger des ouvrages très connus. L'homme invisible, La machine à remonter le temps, La guerre des mondes avec l'invasion des Martiens, et puis le dernier qui a été fait avec plusieurs versions, c'est avec Tom Cruise. Et puis un des tout premiers livres de H.G. Wells, qui est sorti en 1896, c'est L'île du docteur Moreau. Ce livre qui raconte donc des expériences scientifiques de l'époque où vous avez des médecins qui font des greffes entre animaux et êtres humains avec des transfusions sanguines. Et évidemment, on arrive à des combinaisons hommes-animaux atroces, épouvantables. Donc c'est déjà une volonté d'essayer d'améliorer la race humaine, entre guillemets. Donc un transhumanisme, et un transhumanisme rude, vu les connaissances techniques de l'époque. Et il faut reconnaître que ce principe d'amélioration, si je puis dire, du corps humain et de ses capacités intellectuelles, ça continue, mais alors là, avec les techniques d'aujourd'hui, à vitesse grand V, grâce à une connaissance. Il y a peu de temps de ça, j'ai eu ce document, sorti dans la revue scientifique britannique très célèbre Nature, le 23 mai 2018. L'expérience a été faite à l'université Rockefeller de New York. Il y a toujours des endroits bien précis. Le titre, et après je tournerai pour vous montrer, le titre c'est « Des scientifiques ont créé un embryon hybride mi-humain, mi-poulet ». Je vous lis les premières lignes.
Un groupe de scientifiques américains pourrait bien être à l'origine de découvertes médicales aussi majeures que sujettes à controverse. Dans une étude menée par Ali Brivanlou, biologiste à l'université Rockefeller de New York, et publiée dans la revue scientifique Nature le 23 mai 2018, on apprend que lui et ses collègues ont réussi à mélanger des cellules humaines artificielles à des embryons de poulet. Le but de cette étrange expérience scientifique visait à comprendre la façon dont les cellules s'organisent au sein de l'embryon humain pour donner naissance à ses membres, donc le corps humain. La photo, elle est là. Bon. Le titre déjà, c'est l'île du docteur Moreau d'H.G. Wells, mais avec des techniques qui sont passées de 1896, mais de 2018, c'est-à-dire des techniques bien plus développées. Ça fait peur parce qu'on est en plein dedans et les choses s'accélèrent, je pense entre autres à des personnes comme Raymond Kurzweil, et il n'est pas le seul. Bien comprendre que H.G. Wells, qui est marqué par tous ces référents, va, entre autres, au cours de sa vie, adhérer à un institut qui est la Société Fabienne. Fabienne Society, créée en 1884 par un couple, Sidney et Beatrice Webb, il y a aussi l'écrivain Bernard Shaw, et H.G. Wells ne restera que quelques années, 1903-1908, je crois, au sein de la Société Fabienne. Il faut impérativement la connaître. Pourquoi ? Parce que cette Société Fabienne, pour faire court, prône la fusion du capitalisme et du socialisme, mais d'une manière progressive. La finalité, c'est un État mondial. La finalité, c'est un mélange des populations. La finalité, c'est un métissage. Et cette Société Fabienne a eu et continue d'avoir une influence énorme. Il faut savoir que la Fabian Society est responsable de la création en 1895 d'une université ultra puissante et influente qui est la LSE, London School of Economics. Extrêmement puissante. Et la Société Fabienne est à l'origine, en 1900, de la création d'un parti politique anglais, le Labour, le Parti socialiste anglais. Donc, rien que ça, ça vous montre la force et l'influence de cet institut, qui aussi, et c'est dans le livre de H.G. Wells, Nouvel ordre mondial aux éditions du Rubicon, aux éditions du Rubicon.com, pour ceux qui voudraient la voir sur le site, le premier logo de la Société Fabienne, qui est dans le livre, c'est un loup recouvert d'une peau d'agneau. Mais, si on était un minimum psychologue, ils se sont dit, c'est pas très fut-fut, c'est quand même révélateur d'une certaine tournure d'esprit. Depuis, ils ont changé, c'est une tortue. Voilà. Mais révélateur, un loup recouvert d'une peau d'agneau. Car dans cette volonté de la Société Fabienne, et c'est toute leur habileté, ils veulent le nouvel ordre mondial, mais progressivement par étapes. En fait, il se réfère en particulier à un personnage antique, l'époque antique romaine, Fabius Cunctator, qui était appelé le temporisateur, qui consistait pour lui à aller par étapes pour obtenir un but. Donc, bien comprendre que c'est bien plus habile, c'est la formule latine festina lente, hâte-toi lentement, d'aller progressivement, faire des pauses, étalé sur des générations, et on habitue psychologiquement la personne à une chose anormale 20 ans avant, mais qui au bout de quelques années est normale, et puis hop, on passe à vitesse supérieure, étalé sur des générations en générations. C'est ce que j'appelle le principe du suppositoire à petite dose. Mais ça marche. Lorsqu'on lit le livre d'H.G. Wells, Nouvel ordre mondial, le cadre général est le suivant. Il s'appuie sur 3 points. Pour son nouvel ordre mondial, premier point, il veut un socialisme planifié et dirigé scientifiquement. Deuxième point, il veut que ce monde unifié soit régi par les droits de l'homme. Très important, véritable Magna Carta. Droits de l'homme qui sont une émanation de référents protestants, maçonniques et juifs. Ne voyez pas, je tiens à préciser, pour certains, une volonté de ma part de choquer ou d'agacer. Non. Mais il faut savoir qui fait quoi. Je vais vous citer un exemple. Vous avez un secrétaire, le premier secrétaire du Congrès juif mondial, dont j'ai lu ses mémoires, il s'appelait Gerd Rickner, premier secrétaire du Congrès juif mondial, à partir de 1936, qui a écrit ses mémoires avec comme titre « Ne jamais désespérer ». Et son sous-titre, qui est très juste, qui a parfaitement résumé, c'était «
60 ans ou 60 années, je ne sais plus, 60 ans au service du judaïsme et des droits de l'homme. Il aurait écrit 60 ans au service du judaïsme et de la Sainte Trinité, là, je n'aurais pas compris. Au service des droits de l'homme, là, je comprends. Il y a un cousinage de pensée. Et si H.G. Wells se réfère aux droits de l'homme, c'est qu'il y a une raison, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et le troisième point de cet ouvrage de Wells, Nouvel ordre mondial, c'est la primauté donnée à l'éducation qu'il veut, je cite son expression, régénérer et moderniser. Pourquoi ? Bien, pour réussir ce monde unifié, il faut que les gens pensent d'une certaine manière, qu'il y ait une cohésion mentale, psychologique. Et ça permet de maintenir en état ce nouvel ordre mondial. Donc, finalement, pour réussir ça, et il le décrit fort bien, il faut une humanité déracinée. Car une population qui est enracinée dans ses traditions linguistiques, culturelles, historiques, religieuses, est une population qui diffère d'une autre population. Donc, pour créer une unité qu'on habite Paris, Lille, Tananarive, Tokyo, un bled paumé en pleine Sibérie ou les îles Malouines en l'Atlantique Sud, il faut avoir la même mentalité, donc être déraciné, si possible parler la même langue, ou en tout cas d'avoir les mêmes réflexes psychologiques et religieux. Et donc il faut un monde déraciné et technocratique. Et vous allez voir la modernité de ce livre avec la situation actuelle, en sachant que Wells n'invente rien. En effet, Wells, quand il a écrit ce livre, et quand on voit tous ses livres, il ne fait que continuer, continuer un idéal ancien qui existait depuis très longtemps. Il faut d'abord se rappeler que H.G. Wells est marqué par une lecture, la République de Platon. Cette République de Platon met en valeur l'idée d'une cité idéale, dirigée par des sages, des philosophes. Aujourd'hui, des méchants de langue diraient des initiés. Dans cette société parfaite, la République de Platon, tout est collectivisé. Tiens, c'est intéressant puisque un des points clés du programme de Wells, c'est un socialisme planifié et dirigé scientifiquement. Dans la République de Platon, la cellule familiale n'existe pas. Les enfants appartiennent à la collectivité. L'eugénisme fonctionne. Malheur à l'enfant mal formé ou difforme. Il dégage. Et dans cette République de Platon, on favorise les mariages, la reproduction entre hommes et femmes, physiquement, intellectuellement, en forme, si je puis dire, qui ont des qualités, donc une forme de sélection raciale pour créer les meilleurs produits. Bon. C'est un esprit païen. Un esprit païen et collectiviste. Mais le christianisme va modifier, l'arrivée du christianisme avec l'incarnation, etc., va modifier radicalement cet état d'esprit. Et à partir de la Renaissance, vous avez, donc XVIe siècle, la Renaissance et le protestantisme avec un retour à l'honneur du paganisme. Des valeurs païennes qui consistent à mettre plutôt l'homme en valeur que le Christ, fils de Dieu incarné, dans la religion catholique. Je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, mais dans le mode d'emploi du système catholique, c'est comme ça que c'est présenté. Et dans cette époque de la Renaissance où on remet en valeur les auteurs antiques, il y a aussi un retour, une montée en force de principes comme la Kabbale. La Kabbale, ça veut dire la transmission, c'est l'interprétation mystique, ésotérique du judaïsme, du judaïsme talmudique, qui est un code civil, politique et religieux de la synagogue depuis l'époque du Christ, pour faire court, depuis 2000 ans. Et vous avez eu, entre autres, dans cette Kabbale, une volonté de christianiser la Kabbale et d'admettre l'idée qu'il y avait une Kabbale chrétienne. Et vous avez en particulier, à la fin du XVe siècle, donc on est vraiment à l'aube de la Renaissance, quoique l'Italie, ça avait déjà commencé avec Laurent le Magnifique, vous avez par exemple un Pic de la Mirandole, qui en 1487 va sortir un livre, et qui est en contact avec des Juifs en particulier, qui va sortir un livre intitulé « 900 conclusions », où c'est imprégné de Kabbale chrétienne. C'est un mélange de pensée juive, de réflexion juive, de la mystique juive, en lien avec le christianisme, avec le catholicisme. Ce livre sort en décembre 1486, et en 1487, ce livre est condamné par l'Église, car, je cite, « mettant la magie et la Kabbale au-dessus des évangiles ». C'est-à-dire que dans le catholicisme de l'époque, il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose qui prenne le dessus. Donc, cette Kabbale chrétienne
dans l'esprit catholique classique, j'entends, à la saint Thomas d'Aquin. Je rappelle que le dépôt de la foi est clos depuis Saint Jean, pour les catholiques traditionnels, j'entends. Eh bien, cette cabale chrétienne n'a pas lieu d'être et elle ne doit pas exister, elle doit être écartée. Et puis un autre élément qui joue aussi, c'est la gnose. La gnose qui veut dire la connaissance, qui est un ensemble de spiritualité, entre autres du monde antique, Mésopotamie, Égypte, qui consiste à partir du principe que l'homme doit pouvoir s'élever par l'initiation, par étapes, vers le divin, par sa propre réflexion. Et donc le XVIe siècle, Renaissance, protestantisme, c'est l'apparition peu à peu d'un christianisme abattardi, d'un catholicisme qui soit bascule pour certaines régions de l'Europe du Nord vers le protestantisme, puisque le protestantisme est plus proche par certains aspects du judaïsme. Par exemple, le prêtre dans le protestantisme n'est plus un prêtre, mais un fonctionnaire, un pasteur, chose qui n'est pas le cas dans le cas du catholicisme. Et donc on assiste à une modification des structures mentales, psychologiques, religieuses à partir du XVIe siècle qui se répercute dans une littérature qui elle-même va peu à peu alimenter des siècles et des siècles de penseurs, et H.G. Wells est un de ces éléments. Je ne vais pas vous citer tous ces ouvrages, mais trois en particulier. Le premier livre, qui véritablement est un ouvrage où se mêle paganisme, influence de la Kabbale, idée de monde unifié, il est sorti en 1516, Thomas More, Utopia. Sachant que Thomas More s'est rendu compte de son erreur et qu'il a changé, tourné Kazakh, c'est donc l'époque du roi Henri VIII. Il a été même quelques temps plus tard, enfin plusieurs siècles après, canonisé. Mais à cette époque, Thomas More, qui est un juriste éminent, est marqué par tous ces esprits, ces courants, Kabbale, gnose, christianisme réformé, etc. Puis c'est Henri VIII qui en plus va faire basculer l'Angleterre du catholicisme à l'anglicanisme. Et donc son Utopia de 1516, c'est quoi? Une cité unie, pas de propriété, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas d'argent, l'euthanasie fonctionne. Il y a différentes religions, mais une liberté religieuse et malgré tout une sorte de super-religion qui réunit ces différentes branches religieuses. Et, chose très intéressante, le dieu de cette religion dans Utopia, c'est un dieu unique. Mais un dieu unique vraiment au sens strictement monothéiste. Un dieu comme pour l'islam, un dieu unique, ou comme dans le judaïsme. Le catholicisme, c'est un dieu unique, c'est un monothéisme. Mais il y a ce fameux dogme de la Sainte Trinité qui est considéré par les musulmans et par les juifs comme un polythéisme. Chose que les catholiques ne disent pas, mais pour la partie adverse, c'est considéré comme un polythéisme. Là, dans Utopia, c'est un pur monothéisme, c'est-à-dire vraiment un dieu unique, il n'y a pas un dieu trinitaire. Il est appelé Père, une sorte de dieu suprême, un dieu infini, un dieu sans limite, un dieu comme dans la Kabbale avec l'Ensof, ce dieu infini. Et on voit l'influence de la Kabbale dans l'œuvre de l'Utopia de Thomas More. Et cette marque de la Kabbale, on la retrouve quelquefois dans des sujets très variés. Personnellement, aimant la musique classique, vous avez par exemple la 9e de Beethoven, l'Ode à la joie. Beethoven, l'Ode à la joie. Et dans l'Ode à la joie, vous avez l'Ode à la joie qui est tirée d'un poème de Schiller, on est en plein XVIIIe siècle, et là c'est l'époque des Lumières. Eh bien, dans l'Ode à la joie de Beethoven, vous avez ce Dieu, ce Père qui se tient au-delà de la voûte étoilée. Ben, ça, c'est l'esprit de la Kabbale. Ce Dieu unique, infini, l'être suprême, qu'on retrouve dans la Révolution française avec l'être suprême de Robespierre, le culte de l'être suprême en 1794. On voit l'influence de la Kabbale et de ce fameux Ensof. Et on retrouve cette même influence au plus haut sommet, et on peut comprendre d'ailleurs la chute, entre autres, il n'y a pas eu que ça, mais la chute de la monarchie française avec Louis XVI, lorsqu'on lit en particulier les livres de Jean-Christophe Petit-Fils, une biographie en 2 tomes sur Louis XVI, on apprend que son précepteur, au jeune Louis XVI, qui s'appelait Lavauguyon, les cours de catéchisme pour le jeune Louis XVI, on ne lui parlait pas de Dieu, on lui parlait de l'être suprême. Donc on utilisait un terme de la Kabbale et non pas un terme catholique. Très intéressant de voir
comme ces choses se sont immiscées. Il est vrai aussi que la mère de Louis XVI, Marie-Joseph de Saxe, était la fille d'Auguste III de Pologne, qui était le parrain de Jacob Frank, qui, lui, son équipe se sont faussement convertis au catholicisme et qui ont pour un but de subvertir, etc. Et j'en parle énormément dans l'Atlas du mondialisme. Bon, je n'irai pas plus loin. Chose très intéressante dans l'Utopia de Thomas More, tout le monde doit déménager tous les 10 ans. Il ne faut pas s'enraciner, il faut être nomade. Je crois qu'un Jacques Attali aurait été content de cette méthode. Donc vous voyez, on sent une tourne d'esprit qui montre que cette tourne d'esprit se réfère à des points bien particuliers, qui sont éloignés du catholicisme classique. C'est-à-dire que ce Moyen-Âge triomphant avec Saint-Louis, etc., ça y est, il commence à fléchir et d'autres éléments interviennent pour le contrebalancer, puis peu à peu, au fil des siècles, s'imposer. La petite gorgée d'eau. Deuxième ouvrage, qui est beaucoup moins connu. Donc j'ai dit 1516 pour Utopia. Il y a un autre ouvrage, sorti en 1623, donc là, c'est le règne du très jeune Louis XIII. Henri IV est mort, assassiné en 1610. L'ouvrage d'un moine français qui s'appelait Émeric Crusset. Le titre est long. Je vous le lis et puis je vais faire une petite explication pour un mot un peu particulier. Le titre, c'est « Le nouveau ciné ou discours d'État représentant les occasions et moyens d'établir une paix générale et liberté de commerce par tout le monde. » Le nouveau ciné, ciné, C-Y-N-E, accent aigu E. Ça vient en fait d'un homme de l'Antiquité, de l'époque grecque, du roi Pyrrhus, qui avait un conseiller qui s'appelait Cinéas. Donc Ciné, c'est la version, je vais dire, francisée. Et ce moine, Émeric Crusset, se présente comme le nouveau cinéaste, nouveau ciné, pour dispenser, un nouvel évangile, si je puis dire. Et son livre, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte en 1623? Il évoque la mise en place d'un monde unifié, toujours façon Utopia, Thomas More, avec une religion unique, avec sa formule « Qu'est-il besoin de se faire la guerre pour la diversité des cérémonies ?» Donc, une religion unique et surtout pas trinitaire, un Dieu unique. Une organisation politique universelle et permanente, une liberté de commerce complète. Pour lui, il ne doit pas avoir de distinction entre le marchand du pays et le marchand étranger. Donc, les frontières, donc une libre circulation, c'est le libre-échange avant l'heure. Une unité monétaire mondiale, 1623. Et d'ailleurs, il dit bien, il parle d'ailleurs des chrétiens, des orthodoxes, des juifs, des mahométans, des chinois, et hop, monnaie mondiale pour tous. Voilà, c'est vraiment 1623. Capitale de ce monde, unifié. Alors, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Donc, je vois déjà des sourires taquins. Non, 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 ce n'est pas Helsinki. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes au début du XVIIe siècle. Il y a une grande... c'est pas un État, c'est un État particulier qui est une grande puissance commerçante, qui a vu apparaître, d'ailleurs le mot vient de là, son premier ghetto en 1516, et là on est en 1623, c'est la Sérénissime, la capitale de ce monde, c'est Venise. Et c'est là où se trouve entre autres un grand foyer de la puissance juive, le ghetto. Donc c'est très intéressant. Unité mondiale, monnaie mondiale, libre-échange complet, et une capitale qui, comme par hasard, est bien située. Troisième livre que je vais vous citer, qui est sorti peu de temps après, en 1627, d'un Anglais, Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide. Et là, bis repetita, la Nouvelle Atlantide présente une cité idéale qui s'appelle Ben Salem. Et c'est là aussi pouvoir étatique fort, liberté religieuse, religion, tout ça, évidemment, tout ce qui est Dieu trinitaire, etc., tous les fondamentaux du catholicisme traditionnel, évidemment, sont évacués. Humanité mélangée et promotion du transhumanisme. Alors, le mot n'est pas utilisé, mais on est en plein dedans. J'ai apporté avec moi le livre de Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide. Je vais vous lire quelques extraits et vous allez voir la modernité. 1627. Nous avons aussi des parcs et des enclos, avec toutes sortes de quadrupèdes et d'oiseaux qui ne sont pas là uniquement pour le plaisir des yeux ou à cause de leur rareté, mais aussi
en vue de dissection et d'expérience, afin que nous puissions de cette façon augmenter nos lumières sur ce qui peut être pratiqué sur le corps humain. Nous essayons aussi sur tous les poisons et tous les remèdes. Nous faisons l'essai des actes chirurgicaux aussi bien que médicaux. Par art aussi, nous les rendons plus gros ou plus grands que les autres représentants de leur espèce, ou bien plus petits, en arrêtant leur croissance. Nous les rendons plus féconds qu'à l'ordinaire, ou au contraire stériles. Nous modifions aussi en bien des façons, leur couleur, leur forme et leur comportement. Et à la fin de ce livre de Francis Bacon, intitulé Merveilles naturelles, surtout celles qui sont destinées à l'usage humain, il est dit, alors ce sont des petites phrases, presque des slogans: prolonger la vie, rendre à quelques degrés la jeunesse, retarder le vieillissement, guérir des maladies réputées incurables, amoindrir la douleur, des purges plus aisées et moins répugnantes, augmenter la force et l'activité, augmenter la capacité à supporter la torture ou la douleur, transformer le tempérament, l'embonpoint et la maigreur, transformer la stature, transformer les traits, augmenter et élever le cérébral. Alors ça, c'est du transhumanisme. Raymond Kurzweil serait ravi. Métamorphose d'un corps dans un autre, fabriquer de nouvelles espèces. Ah ben, celle que je vous... l'hybride poulet... pour ceux qui ont une copine, ne leur dites pas ma poulette, parce qu'il y aura des réflexes tout de suite. Bon. Transplanter une espèce dans une autre, instructions de destruction comme ceux de la guerre et le poison. Écoutez cette phrase très moderne en lisant avec Aldous Huxley. Rendre les esprits joyeux et les mettre dans une bonne disposition. Dans le livre Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, vous avez une drogue pour être heureux et ça s'appelle le soma. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous montrer que lorsqu'on s'intéresse à un fait, réflexe, la cause ou les causes, et quelquefois il faut remonter très loin, ce qui change, c'est l'évolution technique qui fait que les choses allaient plus longtemps. Chose qui s'accélère évidemment en temps d'H.G. Wells. Alors maintenant, en 2018, Internet, tout ce qui est modification génétique, alors là, maintenant, les choses explosent. L'idée perdure, c'est simplement les moyens techniques qui font que les choses maintenant vont très vite. Bien. Donc, bien comprendre que Wells est un maillon, et le énième maillon d'une longue tradition, un continuateur, si je puis dire, d'un idéal ancien où se mêlent paganisme, gnose, kabbale, et rejet du catholicisme traditionnel. Parce que au Moyen-Âge, le catholicisme, il est triomphant. Le règne de Saint-Louis, il s'impose. Bon, surtout l'Europe d'ailleurs. Enfin, l'esprit catholique s'impose. Et s'il a décroché, c'est qu'il y a eu des éléments qui ont favorisé, ce dérapage. Et évidemment, Kabbale, Gnose, etc., ça a joué. Il est vrai aussi que des événements comme la Grande Peste de 1347, ça a été un choc, ça a aidé au traumatisme et à des bascules. Il y a une remarque que je vais faire. Il m'est souvent reproché de souligner l'importance du facteur religieux. Je dis souvent que le fond de l'histoire est toujours religieux. Comme si je n'accordais pas ou très peu d'importance aux éléments matériels. Restons français. Nenni. J'accorde beaucoup d'importance aux faits matériels. Simplement, j'associe les deux. Je pense en particulier à une personne pour qui je l'estime, je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il raconte, et en particulier son dernier livre que j'ai lu, le livre de Michel Drac, Voir Macron, où il évoque différents scénarios, et c'est très bien raconté, très bien exposé, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il raconte. Donc on ne peut pas dire que je m'y oppose, et je vous encourage à lire son livre aux éditions Le Retour aux Sources. Mais comme n'importe quel auteur, et un homme de valeur comme Michel Drac, il a ses référents religieux et philosophiques, comme moi j'ai les miens. Simplement, il faut les connaître, il faut d'abord se connaître et comprendre qu'on écrit dans telle ou telle direction. Et lorsqu'il écrit, page 14 de ce livre, « Voir les choses comme elles sont, écarter l'hypothèse de la providence, ne pas s'imaginer que la morale puisse être autre chose qu'une construction sociale. » Eh bien, ça s'appelle le naturalisme, le rejet du surnaturel. Écarter l'hypothèse de la providence, c'est du naturalisme qui est un des trois piliers de la maçonnerie, avec le nominalisme et la primauté de l'homme, qui est une caractéristique du protestantisme, et en arrière-fond du judaïsme. Donc, les référents de Michel Drac sont des référents religieux,
j'allais dire vétérotestamentaire, et il construit un raisonnement là-dessus. Mais il faut qu'il admette qu'il y a aussi des référents autres que ces éléments qui peuvent aller dans un autre sens. Mais l'idéal, c'est de connaître tous ces référents, que ce soit protestants, maçonniques, catholiques, etc., juifs, cabales, et de pouvoir comprendre ensuite les conséquences matérielles. Si je m'habille comme ça, c'est que c'est dû à mon origine sociale, une éducation. Je serais venu habillé en Marcel, ben, il y aurait peut-être une autre raison, pour des raisons bien pratiques, pour expliquer ma tenue vestimentaire. Et notre comportement est dû à nos origines sociales, une formation religieuse, philosophique, même si on n'a pas officiellement reçu d'éducation religieuse. Bon. Et donc, dans cette histoire, Michel Drac est marqué par le naturalisme, et cela se remarque entre autres dans cette citation. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y a quelques années de ça, d'une longue discussion que j'avais eue avec lui, où il m'avait dit, dans l'Ancien Testament, il y a la loi, dans le Nouveau Testament, il y a l'amour, et bien moi, je suis resté fidèle à la loi. Donc ce sont des référents, dans l'Ancien Testament, des référents juifs. Donc ces éléments religieux structurent sa mentalité. Et on peut rappeler une chose, c'est que la civilisation française, qui est née du baptême de Clovis, sur des principes catholiques, Dieu trinitaire, eh bien, ils ont duré 1300 ans, entre Clovis et Louis XVI. Et que les référents de Michel Drac ne correspondent pas à ces caractéristiques de la civilisation française. À partir de la Révolution française, septembre 1791, avec le député Adrien Duport, les Juifs obtiennent pour la première fois la nationalité française. Donc il faut s'intéresser aux origines profondes de la Révolution française pour expliquer pourquoi il y a eu cette bascule. Même si le fond de l'histoire est religieux, il ne faut jamais oublier les contingences matérielles. Tout n'est pas linéaire. Les progrès techniques, les accidents de l'histoire, les événements climatiques peuvent accélérer, ralentir, bloquer, dévier des ambitions humaines ou étatiques. Et pour vous montrer que, certes, il faut connaître les référents religieux, mais qu'il faut connaître impérativement les éléments matériels ou climatiques qui modifient le cours de l'histoire. Tout n'est pas programmé. Quand on parle de la théorie du complot, non, la théorie du complot, le complot existe. Et il peut jouer, dans certains cas, un rôle très important. Mais vous avez toujours, parce qu'on est sur Terre et que rien n'est parfait, des éléments qui font dévier dans un sens ou dans un autre. Je vais vous en citer 3. La Révolution française, si on a une vision purement matérialiste, on peut dire qu'elle a éclaté pour 2 raisons. Les caisses de l'État étaient vides, suite aux guerres de Louis XVI contre l'Angleterre, permettant l'indépendance américaine, et aussi en raison d'une disette profonde qui faisait que le prix du pain avait terriblement augmenté. Donc, caisse de l'État vide, les Français, à cause de cette disette, ne pouvant plus ou beaucoup moins acheter du pain, les gens se révoltent, et Révolution française. Il est vrai que ces éléments ont joué dans la Révolution 89, mais ce serait réducteur. Surtout que, il faut rappeler qu'en 1783, quelques années avant la Révolution française, vous avez eu effectivement un volcan islandais, le volcan Laki, éruption violente qui a duré des mois et des mois, les poussières qui se sont répandues dans l'atmosphère dans le sud de l'Europe, enfin vers l'Europe, et donc ça a changé un climat, donc mauvaise récolte, donc moins de pain pour les Français. Imaginez ce volcan, pas d'éruption, eh bien, bonne récolte, pas de disette, le pain qui n'augmente pas, et là, on peut dire que peut-être il n'y aurait pas eu de révolution française, les Français mangeant plus facilement à leur faim. Donc, quelquefois, il y a des événements, l'éruption d'un volcan, qui modifient. Ben, ça, ce sont les impondérables. Donc, il y a bien comprendre que le complotisme, il y a certains cas où il peut exister, puis il y a des cas, c'est la vie. Bon. Mais si on a une vision purement matérialiste des choses, et qu'on dit que la Révolution française a éclaté parce que les caisses de l'État étaient vides et que les gens, à cause des mauvaises récoltes, du froid, etc., avaient faim, mais la Révolution française, elle aurait dû éclater en 1709, à la fin du règne de Louis XIV, avec la guerre de succession d'Espagne. En effet, janvier et février 1709, vous avez eu un froid sibérien. D'abord, les caisses de l'État étaient vides, on est en pleine guerre, mais un froid sibérien. Il a fait moins 25 à peu près. À Paris, la Seine, c'était du caillou. Les glaçons flottaient dans le port de Marseille. Un plus belle la vie, c'était en anorak. Bon. Eh bien, l'historien Emmanuel Ladurie estime que pour une population de 20 millions d'habitants, il y a eu 600 000 morts. Ils sont morts de faim, de froid, de maladie. Donc, 1709, caisse de l'État vide,
manque de céréales, manque de pain. Révolution française. Ah non, il n'y a rien eu. Donc il doit y avoir d'autres éléments qui interviennent. La Révolution française, elle aurait dû éclater en 1692-1793, toujours sous le règne de Louis XIV, durant la guerre d'Augsbourg. Fin l'année, novembre-décembre 1692, un froid sibérien. Printemps-été 1693, printemps-été pourri. Donc ceux qui déjà avaient été détruits par le froid va pourrir, ceux qui avaient survécu, Cheptel en particulier, et surtout les céréales, pourrissent avec le printemps et l'été pluvieux. L'historien Emmanuel Leroy-Ladurie estime que là aussi, il y a eu à peu près, pour 1692-1693, environ, à peu près, 1 300 000 Français à mourir de faim et de maladie. Il aurait dû avoir la Révolution française, puisque c'est uniquement matériel. Non, il n'y a pas que ça. En fait, la Révolution française, il y a des éléments matériels qu'il faut impérativement connaître, mais aussi des référents religieux et philosophiques. Et il y a des moments dans l'histoire où il y a une convergence de différents éléments, une alchimie, et là, ça pète. Et 1789 a réuni ces éléments. 1789, c'est la rupture d'un principe politique et religieux qui perdurait depuis Clovis. Depuis le baptême de Clovis en 496, date officiellement retenue, jusqu'à Louis XVI, le roi de France est le lieutenant du Christ sur terre. Et il tient son royaume, comme on dit selon la formule, en commande, c'est-à-dire qu'il doit créer les conditions matérielles pour permettre à ses sujets de gagner le ciel. En gros, pour faire court. C'est un principe qui dure 1300 ans. Et évidemment, il n'était valable que pour ceux qui étaient catholiques, et donc il fallait être français. Donc, ceux qui étaient d'origine juive ne pouvaient pas appartenir au royaume de France et à sa civilisation. Ce principe du roi de France, lieutenant du Christ, avait été rappelé le 21 juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire par Sainte Jeanne d'Arc, quand on dit qu'elle était là pour foutre à la porte les Anglais. C'est vrai, mais il n'y avait pas que ça, c'était pour rétablir et rappeler le principe fondamental de la monarchie française, qui a donc duré 1300 ans. Et pour comprendre Wells, il faut comprendre le contre-modèle. Et je vais en profiter pour citer 2 ouvrages qui expliquent vraiment le fond de la monarchie française et du catholicisme avec ses répercussions politiques et même indirectement militaires. Et ces 2 ouvrages qui viennent de paraître il y a quelques jours, je les connais bien, j'ai eu le privilège de lire les manuscrits et j'en ai fait la préface. Et je les cite. Le premier livre, c'est le livre de Paul-Étienne Pierrecourt, le titre de La Salette à Diana Vaughan. La Salette, c'est une apparition de la Sainte Vierge en 1846. Et Diana Vaughan, qui faisait partie d'une secte luciférienne. Une étude très intéressante et référencée, en lien entre autres avec Vatican II. Et c'était aux éditions Saint-Rémy, une excellente maison d'édition qui présente des livres. J'ai écrit la préface de ce livre, passionnant et terriblement moderne et qui permet de comprendre la situation actuelle. Et deuxième ouvrage que je vous cite, qui vient de sortir, dont j'ai fait la préface, écrit la préface, c'est le livre de Louis-Hubert Rémy, intitulé « De la passion de notre Seigneur Jésus-Christ à la passion de l'Église », aux éditions ACRF, les Amis du Christ au Roi de France, où l'auteur explique les raisons aussi profondes de Vatican II et les conséquences pour l'Église et plus exactement aussi pour les hommes d'Église. Donc je vous conseille vivement ces 2 ouvrages disponibles sur les sites, les éditions Saint-Rémy et sinon la CRF. Pour comprendre A.G. Wells, les propos qu'il tient dans ce livre, il faut connaître 89 et les répercussions qui vont avec. Il y a 2 points que je vais retenir. Le premier élément, c'est 89 avec ses conséquences spirituelles et politiques. Et un deuxième élément, les relations du monde occidental en 1940, et les années qui précèdent 40, avec la Russie soviétique de Staline. Et vous allez voir que ce que raconte A.G. Wells dans ce bouquin, c'est une modernité qui correspond à notre époque et vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire une citation de Wells. Vous savez, on parle de la technocratie bruxelloise, la technocratie qui nous envahit. Écoutez bien, c'est donc le livre Le Nouvel Ordre mondial. Je cite Wells. « Nous pouvons anticiper une rapide transformation de la face du monde au fur et à mesure que sa population est distribuée et redistribuée selon les aléas des besoins changeants de la production économique. Nous pouvons anticiper une rapide transformation de la face du monde au fur et à mesure que sa population est distribuée et redistribuée
selon les aléas des besoins changeants de la production économique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la porte ouverte au déplacement de population, surtout dans un monde unifié, qu'on balance à tous les coins de la planète en fonction des aléas de la production, des intérêts économiques, du grand capital, pour parler comme les communistes. Donc on a une vision purement technocratique dans le livre d'H.G. Wells, Le Nouvel Ordre Mondial. Mais ces principes technocratiques, on les retrouve aujourd'hui, avec la volonté de créer des blocs régionaux, continentaux, l'Union européenne, l'Union africaine, l'UNASUR pour l'Amérique du Sud, l'Union économique eurasienne lancée en 2011 par Vladimir Poutine, qui, je le précise, et j'ai mis la référence dans la préface, qu'il veut supranational, en toutes lettres. Lorsque vous avez les fameuses eurorégions en Europe, ce sont des créations purement artificielles, au minimum de 2 régions, de part et d'autre d'une frontière, Alsace-Pays de Bade. Eh bien, ce sont des entités territoriales purement technocratiques qui émergent de tout ce qui est tradition, parce que dans l'esprit mondialiste, il faut éradiquer tout ce qui est tradition, culture, en France, tout ce qui est vieille France. Je vois la place de Lille avec son charme, mais dans l'esprit mondialiste, un bon cube de béton avec du verre, c'est tellement mieux que de montrer une façade avec du bois ciselé, avec l'artisan qui fait ça avec amour. Ben, quelle horreur pour un mondialiste, il faut du verre et de l'acier. Bon. Donc bien comprendre que l'esprit mondialiste, technocratique, Wells l'annonce dans ce bouquin, et tout ce qu'on voit aujourd'hui va dans ces directions où, finalement, on appelle des immigrés, parce qu'indirectement, c'est un appel à l'immigration. Pour mettre des populations à n'importe quel endroit de la planète, il faut détruire la cellule familiale, parce que de cette manière, on peut déplacer plus facilement la personne, la couper de ses traditions. Ses traditions culturelles, etc. Parce que quelqu'un quittera plus facilement son pays, si son pays, il s'en moque. Un Français ira plus facilement habiter en Australie, en Éthiopie, si son pays, sauf raison bien particulière, des contraintes bien particulières, mais on émigre plus facilement en dehors de contraintes bien particulières, si son pays, on n'a pas d'intérêt et d'accroche particulière. Mais cet esprit mondialiste et technocratique développé par Wells, il n'invente rien. Rappelez-vous, mon livre Atlas du mondialisme, que vous avez tous acheté dans cette salle. Rappelez-vous sur la couverture du livre. Je présente la France en département en carré. La France en damier en 1789. Esprit technocratique, la personne habite Brest, Lille, Tourcoing, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Perpignan, tous pareils, tous gérés de la même manière. Un homme indifférencié. C'est un esprit technocratique. Puis ensuite, pour des raisons d'autres pratiques, ils ont un peu arrondi les carrés pour en faire des départements actuels. C'est typiquement l'esprit technocratique dans les gènes de la Révolution française. Et on retrouve ça en particulier dans le cas des États-Unis. J'ai un chapitre dans l'Atlas du mondialisme où je montre la carte des États-Unis des années 30, où déjà ils se subdivisaient en des blocs artificiels, 9 blocs, 10 blocs, et puis là, le tout dernier, c'est 16 blocs. Mais pour le moment, ils sont arrivés, le truc qui a été mis en place, c'est en 10 blocs, mais il y a un projet de transformer en 7 blocs. Donc des blocs régionaux, purement reliés entre eux par des voies de communication. Et le modèle de référence, ce sont les 24 cités, méga-cités chinoises. Un truc sympa, clé du Racel. Bon. Un truc bien. Bon, on voit cet esprit technocratique qui, déjà dans la Révolution française, est bien marquant. Mais en fait, Wells, il ne fait que reprendre un idéal ancien, celui entre autres de tous les révolutionnaires, en sachant que les révolutionnaires en 89, ils poursuivaient le même but, simplement certains voulaient aller plus vite que d'autres. Et vous avez en particulier un révolutionnaire que j'ai cité dans l'Atlas du mondialisme, qui s'appelait Anarchadis Klotz, avec son livre La République universelle de 1792, où il appelle à la mise en place d'un État mondial, la nation unique, avec des blocs Europe, Asie, Afrique, Asie, etc., et avec l'aide, pour faire la guerre, des capitalistes hébreux. Alors, petite information, je n'ai pas pu le vérifier, il y a 2 personnes qui m'ont dit la même chose, et 2 personnes qui ne se connaissent pas. La République universelle de Klotz, l'original de 1792, est scanné sur Gallica. C'est comme ça que j'ai lu. Et d'ailleurs, quand il écrit la nation unique, il écrit sans lettre capitale. Bon, ça montre qu'il y tient. Et donc, quand il part de l'aide des capitalistes hébreux pour faire la guerre contre les Saint-Empires romains germaniques, les guerres de la Révolution 1792-93, eh bien, cette partie-là qui montre, où il dit le capitaliste hébreu, il dit qu'ils tiennent tout.
les munitions, le numéraire, la distribution de tout, ils tiennent tout. Ce passage-là a été supprimé dans les rééditions de 2 maisons d'édition. On ne m'a pas dit lesquelles, mais les 2 personnes qui ne se connaissent pas m'ont dit « mais moi j'ai le livre de 2000 ou 2005, je ne sais plus lequel, ce passage-là, il a sauté ». Bah oui, c'est politiquement incorrect. Les capitalistes hébreux ne jouent aucun rôle dans l'histoire de l'humanité. C'est bien connu. Eh bien, Klotz, il a renforcé, un an plus tard, en 1793, ses idées dans un petit opuscule d'une 40aine de pages, l'original, parce que j'aime bien aller toujours à la source, et là j'ai eu raison, puisque les rééditions sont tronquées. Toujours sur le site Gallica, La République du genre humain. Et, page 8, rappelez-vous, je vous ai dit que H.G. Wells, parmi un des 3 points, c'est la mise en place des droits de l'homme, un véritable Magna Carta pour gérer le monde. Que dit Klotz? Je le cite. Les droits de l'homme... Alors, 30 secondes. Rappelez-vous, la carte de la France en 1789, en damier, en carré, technocratique, clé du Racel. Les droits de l'homme seront en exercice sur un globe, divisé politiquement en 1000 cases départementales. C'est-à-dire que ce qui veut pour la France en carré doit technocratiquement être identique à l'échelle planétaire. Donc un globe divisé politiquement en 1000 cases départementales. Donc vous voyez cet esprit technocratique qu'un Wells défend dans ce livre. La citation que je vous ai faite, une population distribuée et redistribuée, c'est bien technocratique. Donc pour vous montrer que la vérole est ancienne. Et la Révolution française a dans son essence, en plus de cet aspect technocratique, et je rappelle que Napoléon Ier, le génie militaire de Napoléon, ça a été de répondre les principes de 89 partout en Europe, et ensuite l'Europe colonisant l'Afrique, l'Asie, eh bien ces principes révolutionnaires, ils se sont répandus à l'échelle planétaire, donc ça fait plein de petits, plein d'aliens. Bon. Eh bien, dans la Révolution française, vous avez déjà la mise à l'honneur de l'immigration. Que dit Klotz? L'étranger, expression barbare dont nous commençons à rougir. Nous voyons à Paris, à Londres, à Madrid, à Amsterdam, plaider sa cause d'un Persan, d'un Indien, d'un Chinois, d'un Péruvien, d'un Turc, d'un Cafre, c'est le mot pour dire noir, d'un Arménien. On discute en Europe les intérêts des habitants des antipodes, et l'on doutera si une assemblée représentative des 2 hémisphères peut exister pour le bonheur permanent de l'humanité. Je ne connais de barrière naturelle qu'entre la terre et le firmament. Donc vous avez déjà cette idée de population mélangée. Mais à l'époque, les populations françaises, italiennes, espagnoles, etc., étaient profondément enracinées. D'ailleurs, en France, on ne parlait pas français, mis à part le bassin parisien, etc. Donc faire venir des populations extra-européennes, d'abord il fallait des moyens matériels. Bon, d'accord, il y a eu l'esclavage, ça c'est pas un titre de gloire, mais les faire venir dans des territoires où il y avait une forte identité culturelle, ça coinçait. Mais le fait de détruire la cellule familiale, le fait de détruire les traditions, non pas régionales, mais provinciales, tout ça, ça crée un homme peu à peu indifférencié. Donc, qu'il soit blond, brun, un teint clair, un teint foncé, les yeux bridés, c'est un être humain sur 2 pattes, c'est bon. Donc cette idée d'immigration est déjà dans les gènes de la Révolution française, de population mélangée, de population déracinée. Il y a un autre élément aussi qui est dans les gènes de la République française, enfin de la Révolution française, et dont on subit là à plein régime. C'est la destruction de la cellule familiale. Aujourd'hui, avec ce qui se passe actuellement à Lille, on en sait quelque chose, mais tout ce qui est LGBT, PMA et compagnie, c'est destruction de la cellule familiale. Mais la première cellule familiale qui a été détruite durant la Révolution française, et d'ailleurs, on l'appelait le père de la nation, c'est le roi de France et Marie-Antoinette. Et comment? Le petit Louis XVII, qui avait 6-7 ans, devant ses parents et devant sa mère en particulier, il faut se mettre qu'il y a des mères de famille dans cette salle, comprendront la souffrance de cette femme, qui voyait son fils, Louis XVII, qu'on faisait boire, pour bien l'enivrer, pour lui faire sortir des ordures, enfin des mots orduriers, et des mots pas jolis à prononcer dans la bouche d'un enfant, puis ensuite le faire signer un papier disant qu'il avait couché avec sa mère. Et lorsqu'au tribunal révolutionnaire, les révolutionnaires ont sorti le papier signé de la main du petit Louis XVII, ivre mort, il disait en gros qu'il avait couché avec sa mère,
Marie-Antoinette a bondi d'un coup et a dit « j'en appelle à toutes les mères ». Et les femmes révolutionnaires, ce qu'on appelait à l'époque les poissardes, et elles leur restait encore un minimum de dignité. Et elles se sont levées, on dit « ah oui, ça c'est inadmissible, pas possible, Marie-Antoinette ne peut pas faire ça ». Et le tribunal révolutionnaire a été obligé de retirer cette calomnie. Donc bien comprendre, dans la Révolution française, vous avez déjà cette vision technocratique, cette vision de population mélangée et destruction de la famille. Sous-entendu, tant qu'on n'aura pas détruit ce socle-là, on aura toujours les conséquences négatives. Tant qu'on ne règle pas la cause du problème, on ne règle rien. Un élément, 89. Un autre élément pour Wells, qui est très intéressant. L'époque de Wells, années 20, années 30, surtout les années 30, c'est avec Roosevelt, le New Deal. Et que dit Wells dans ce livre? Il dit que le New Deal, c'est un socialisme fonctionnel, un collectivisme qu'il met au même niveau que le collectivisme de la Russie soviétique avec ses plans quinquennaux. Et il dit qu'en fait, il y a deux collectivismes, l'occidental et l'oriental avec le russe. Et c'est là la modernité et le grand intérêt de ce livre, où il dit que le problème, pour réussir cette unité mondiale, il faut que les deux collectivismes s'entendent, le monde occidental avec la Russie soviétique, mais qu'il y a des rivalités. Et écoutez ces propos, je vais citer Wells, « Nous pourrions envisager ce que nous pourrions appeler la révolution conspiration, dans laquelle un certain nombre de gens s'occupent d'organiser les forces de la souffrance et du ressentiment et de desserrer l'emprise des forces gouvernementales dans le but d'amener un changement de régime, de système. L'idéal de ce type est la révolution bolchevique en Russie, même si elle a été simplifiée et mal comprise. » Chez Wells, il appuie, il soutient et il admire la révolution bolchevique et il veut un processus de ce style dans le monde occidental pour créer ensuite un socle commun pour fusionner les deux. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a des rivalités entre deux mondes. Et Wells en est parfaitement conscient, puisqu'il dit à un moment donné, et la question véritablement fondamentale qui se posera pour le monde sera de savoir si nous suivrons la Russie ou si nous nous rassemblerons pour faire face ensemble à la grave logique de la nécessité et alors réaliser une révolution occidentale qui bénéficiera de l'expérience russe, réagira en fonction de la Russie et mènera enfin à une entente mondiale. Donc, il pose le postulat de Wells, c'est que pour réussir cette révolution, enfin ce nouvel ordre mondial, il faut une entente avec le monde russe. Et ça, le problème, ça coince. Pourquoi? Il y a l'effet matériel, il y a aussi l'effet religieux. Il y a un auteur, un universitaire anglo-américain, Anthony Sutton, qui, alors c'est aux éditions Retour Source, qui a prouvé, de manière irréfutable, dans Wall Street et le bolchevique, le rôle de la City et de Wall Street dans le financement de Trotsky, qui est envoyé à Leningrad, enfin le Saint-Pétersbourg de l'époque, enfin Petrograd. Et vous allez avoir une bagarre à mort dans les années 20 entre Trotsky et Staline. Et c'est à la fin, c'est Staline qui a le dernier mot et qui arrive à éjecter en 1929, à exiler Trotsky, qui va entre autres se réfugier au Mexique. Et puis bon, Staline envoie un de ses hommes du NKVD, un coup de pioche dans le crâne de Trotsky, et terminé en 1940, il dégage. Bon. Pourquoi il y a eu cette bagarre? Et après, vous allez comprendre la situation actuelle. Trotsky-Bronstein a été envoyé par la City et Wall Street pour diffuser la révolution mondiale, planétaire. Elle ne devait pas rester uniquement au niveau de la Russie, elle devait être étendue à l'échelle planétaire. C'est une révolution qui devait se faire dans une essence messianiste. C'était ça le but. Révolution mondiale, du chaos, de l'apocalypse qui permet d'aboutir à un cran supérieur, l'arrivée du Messie. Staline n'était pas messianiste. Il n'avait pas cette optique. Lui, il voulait sa révolution pour la Russie, quitte à l'établir aussi dans des pays limitrophes, et ça va être le cas en 1945 avec les pays d'Europe de l'Est, qui est aussi à répondre aux principes du communisme dans le monde. Mais il n'y avait pas cette vision messianiste
que veut la synagogue depuis à peu près 2000 ans avec la Kabbale, et qu'on voit avec Jacob Frank, qui est la rédemption par le péché. Et les néoconservateurs sont en fait des franquistes. Il faut bien comprendre ça, les néoconservateurs. Leur père spirituel, c'est Jacob Frank. On en remonte un peu, c'est Safad Esfi, et le père spirituel de tout ça, c'est Luria, le rabbin Luria du XVIe siècle. Mais vous avez ça en plus expliqué dans la classe du mondialisme. Et donc, vous avez une rivalité d'ordre messianique entre l'un, Trotsky, qui veut l'établir à l'échelle mondiale, et Staline, qui s'y refuse. Et le parallèle correspond à notre époque, puisque Staline va réussir à imposer ses vues en 1945, puisqu'il arrive à refouler l'armée nazie, et les Anglo-Américains sont obligés de traiter à Yalta avec lui. Et le parallèle, et c'est ça qui est passionnant dans l'ouvrage d'H.G. Wells, c'est qu'il montre en fait l'Occident, et c'est entendu la City et Wall Street. Aujourd'hui, ce monde anglo-saxon est confronté au même problème avec la Russie de Poutine. Il y a évidemment, dans les oppositions entre l'Occident et la Russie de Poutine, et avec en arrière-fond la Chine, avec la route de la soie, vous avez des oppositions d'ordre économique, stratégique, énergétique, le Moyen-Orient, la Syrie, enfin c'est tellement évident, je ne vais pas plus loin, mais bon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que vous avez une révolution, une dispute, si je puis dire, messianique entre le monde anglo-saxon, pour faire court Rothschild, libéral-libertaire et qui est messianiste, d'où par exemple un Trump qui vous met l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, et le clan Poutine-Lubavitch, qui est une autre forme de messianisme. Très intéressant de voir, et d'ailleurs j'ai énuméré dans la préface que j'ai faite du bouquin de Wells, le nombre d'oligarques juifs russes qui entourent Poutine et qui sont acquis au principe Lubavitch. Et quelle est la différence entre le messianisme Rothschild et le messianisme des Lubavitch? Et c'est le grand spécialiste du judaïsme et de la Kabbale qui s'appelle Gershom Scholem, qui est un juif allemand qui est mort en 1982, qui parle dans ce milieu de Lubavitch, du monde du Hassidim, le principe de la, je cite son expression, neutralisation du messianisme. Et écoutez bien, parce que c'est ça qui permet de comprendre le décalage du mondialisme occidental avec le mondialisme de Poutine. Je cite Gershom Scholem. Le hassidisme a maintenu le caractère populaire de la seconde Kabbale. Mais il a tenté d'éliminer le messianisme, ce mélange séduisant, mais très redoutable de soif mystique et d'espérance apocalyptique. C'est ça qu'avait Trotsky. Une révolution mondiale apocalyptique, chose que ne voulait pas Staline. Et d'espérance apocalyptique. On devrait donc peut-être parler plutôt d'une neutralisation du messianisme. J'espère que je ne serai pas mal compris en parlant ainsi. Je ne veux pas du tout insinuer que l'espérance messianique et la croyance en la rédemption ont disparu dans le cœur des Hassidim. Ce serait absolument faux. Mais c'est une chose de croire à la venue des temps messianiques et c'en est une autre de mettre cette attente avec tout ce qu'elle implique au centre de la vie et de la pensée religieuse. Eh bien, vous avez donc dans le messianisme des Lubavitch entourant Poutine, oui pour le messianisme, mais pas tout de suite. Le messianisme Rothschild, c'est tout de suite. Et donc vous avez un décalage. Et à cela s'ajoutent des rivalités d'ordre financière, énergétique, stratégique. Et donc ce sont deux mondes qui s'affrontent. La fameuse réunion, je me rapproche de la fin, la fameuse réunion de Valdai en 2014, qui est la grande réunion avec Poutine et de différents intervenants en tout genre. En 2014, dans son discours de 2014, Poutine rend hommage en toutes lettres, vous pouvez voir son discours sur YouTube, au nouvel ordre mondial qu'il prononce. Il ajoute, il est pour le nouvel ordre mondial, politique, économique, juridique, avec une ONU modernisée, des unions régionales, qui ça fait penser à Klotz, avec ses blocs régionaux, pareil, et une répartition équitable des intérêts. Et en face, le milieu Rothschild anglo-saxon, lui, il veut le mondialisme unilatéraliste, c'est-à-dire un monde qui ne soit pas multipolaire, où ils veulent tout le gâteau, et un messianisme immédiat. La réunion de Valdai, en 2017, octobre 2017, eh bien, je peux vous dire, bon, Poutine a redit à peu près les mêmes choses, mais Poutine a fait du H.G. Wells. Et vous, là aussi, vous pouvez vérifier dans la vidéo de 2017. Je reprends le livre « La destruction libératrice »
qui m'a servi, de H.G. Wells, sorti en 1914, qui m'a servi pour, entre autres, pour la préface de son livre Le Nouvel Ordre Mondial de 1940. Destruction libératrice, c'est l'expression maçonnique ordo ab chaos. Et dans ce bouquin, donc, je vous le rappelle, guerre mondiale, qui aboutit à la mise en place d'un nouvel ordre mondial, mais il faut partir d'un moment de souffrance, et de la souffrance, hop, on passe à une étape supérieure pour un nouvel ordre mondial. Au fond de la salle où avait lieu donc cette réunion, vous avez un slogan en russe et en anglais. Le slogan de la réunion de Valdaï, présidée par Poutine, en 2017, c'était « La destruction créatrice ». 2 points. Est-ce qu'un nouvel ordre mondial émergera des conflits actuels? Point d'interrogation. C'est exactement dans l'esprit d'H.G. Wells. C'est du H.G. Wells appliqué. Mais simplement, chez Poutine et ses sbires, et Lubavitch en particulier, c'est pas tout de suite. Même s'ils savent qu'en face, le clan Rothschild, lui, il pousse à la roue. J'arrive à la conclusion. Ça va être rapide. Tension dans tous les domaines. Tension qui augmente malheureusement. Guerre farouche entre factions oligarchiques, américaines, russes, chinoises, israéliennes, turques, européennes et en particulier les Allemands. Première puissance économique en Europe. Les anglo-saxons ont toujours accepté que l'Allemagne s'occupe de l'Europe à condition que le monde germanique soit soumis au monde anglo-saxon, que les Allemands soient le sergent-chef et les anglo-saxons le supérieur. Et là, il y a des choses qui coincent dans la répartition des intérêts. Bref, nous voyons une montée du populisme en Europe, terme utilisé de manière méprisante par nos élites. Populisme, c'est quoi? C'est tout simplement le peuple qui a le droit de ne pas être content parce qu'il a faim, parce que les conditions sont de plus en plus difficiles. Et donc on peut avoir ce côté optimiste où on sent que les gens se réveillent. Pourquoi? Parce que les difficultés de la vie sont tellement importantes qu'à la fin, l'instinct de survie se réveille. Mais le problème, c'est que le système, il est pervers, tordu. Regardez la Grèce avec Tsipras. Apparemment, c'était un rebelle. Le rebelle est rentré dans le rang. Nous avons l'Italie, mouvement populiste. On peut espérer quelque chose, ne pas oublier une chose, que le fameux mouvement 5 étoiles. D'ailleurs, j'avais fait un article dans mon livre, La chronique du mondialisme. À sa fondation, a eu comme soutien un certain Enrico Sassoon, grand industriel et financier, travaillant pour le MEDEF, l'équivalent du MEDEF italien, et travaillant main dans la main avec la chambre de commerce américano-italienne. Donc un 5 étoiles avec en arrière-fond Wall Street. Bon, j'espère que... soyons prudents. Donc, ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit, ça se réveille partout, mais le système va essayer de récupérer et de canaliser pour éviter la casse. Donc, il y a quand même une forme d'optimisme, mais en même temps un optimisme prudent. Nous assistons, dans le cas de l'Église, avec Vatican II, à un monde catholique complètement dégénéré. Vatican II se cassera la figure, mais cela se fera dans le malheur. Le monde musulman est écartelé, que ce soit Syrie, Irak, avec les pressions russes, israéliennes, turques, anglaises, françaises puis américaines. Des centaines de milliers de musulmans innocents sont morts, il ne faut jamais oublier ça au Moyen-Orient. Les populations arabes chrétiennes en ramassent aussi plein la vue, il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a la volonté de favoriser une partialisation de ces États musulmans. Je rappelle que vous avez eu le lancement en 2017 par le chef d'État d'Arabie Saoudite qu'on ne voit plus depuis plusieurs semaines, Mohamed Ben Salman. Nous sommes le 2 juin 2018. Depuis, je crois, fin avril, on ne le voit plus. Est-il vivant? Est-il mort? On va voir. Mais en tout cas, il a lancé en 2017 le projet NEOM, N-E-O-M, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, un territoire de 26 000 km², un projet titanesque, 500 milliards de dollars, sorte de bienvenue à Gataga, de transhumanisme, de tout ce qui est de villes ultra connectées. Petite remarque, cette entité artificielle territoriale de 26 000 km² se trouve comme par hasard donc au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, dans la zone du Grand Israël. Là, c'est intéressant à savoir. Et que son patron depuis 2017 est un
américain qui s'appelle Klaus Kleinfeld, qui est entre autres un des anciens présidents de Siemens et qui est membre du comité directeur du Bilderberg. Nous vivons une situation financière insoluble, endettement des États insoluble, volonté de créer une monnaie mondiale. Vous avez les DTS, les droits de tirage spéciaux. Il faut que les factions oligarchiques américaines, anglaises, russes, israéliennes, turques, etc., chinoises, s'entendent pour favoriser une monnaie mondiale. Endettement en 1000 milliards. Ne nous leurrons pas. Les temps sont mûrs pour une bascule. Et pour ceux qui comprendront, nous nous rapprochons d'un moment où il faut bien, un jour ou l'autre, passer du 5e âge au 6e âge. Je vous remercie de votre attention.